Culture Soccer. Bonsoir, nous sommes de retour pour un nouvel épisode de CS à l'érable. Comme d'habitude, votre hôte Adi Raphaël, je rejoins par mon collègue de toujours, Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Salut Adi, ça va bien, merci et toi? Oui, très bien, très bien. Écoute, on est le 23 janvier, jeudi soir. Écoute, il fait froid dehors, moi je suis bien dedans, puis c'est bien comme ça. Puis je sais qu'on a beaucoup de sujets qu'on aimerait vraiment analyser, puis plusieurs choses qui se sont passées, que ce soit en CanPL ou ainsi de suite. Mais je sais que tu veux qu'on commence par un sujet très spécifique et je pense qu'il sera le sujet principal de notre podcast et un sujet très intéressant, n'est-ce pas Daniel? Exactement. Eh bien, on a parlé 2 semaines du tournoi de qualification masculin avec Alex Ruppert, un épisode très intéressant d'ailleurs pour nos auditeurs qui n'ont pas écouté. Là, maintenant, il y a quelque chose d'encore plus imminent, c'est le tournoi de qualification olympique féminin qui commence le 29 janvier, mercredi prochain, au Texas, à Edinburgh, pas en Écosse, mais au Texas. Et l'équipe canadienne se ramasse avec la Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis ou Saint-Christophe-et-Nieves et également le Mexique. Et il y a la très connue et la très fameuse Sinclair qui va tenter de battre le record tant attendu qu'on mentionne à chaque fois qu'on parle d'elle. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes attentes par rapport à ce tournoi? Ben écoute, le tournoi, c'est en premier, pour revenir sur ce que tu as dit, c'est vrai, on attend que Christine Sinclair batte finalement ce record de Abby Wambach pour devenir la meilleure buteuse de tous les temps de l'histoire du soccer féminin, ce qui est quand même pas petit comme record. Bon, après, si on regarde, tu as parlé des matchs que le Canada va disputer. On commence par Saint-Kitts-et-Nevis, donc en français Saint-Christophe-et-Nieves. On sait que Saint-Christophe-et-Nieves, c'est pas une grosse sélection. Donc, Christine Sinclair peut-être pourrait se retrouver à marquer 1 ou 2 buts là, puis déjà mettre ça dans la poche, puis enlever ce stress-là. Ça pourrait faire en sorte de vraiment relâcher Christine Sinclair et lui donner un peu plus de confiance et aussi enlever aussi la pression sur l'équipe, parce qu'on le sait, en soccer, c'est un collectif. Et je pense que toutes les filles veulent vraiment faire en sorte que Christine Sinclair devienne la meilleure buteuse de tous les temps. Et ça ajoute un stress supplémentaire. Après, oui, bien évidemment, il y a le stress de la qualification. On sait très bien ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde féminine où le Canada a vraiment déçu en n'y allant pas très très loin, juste en sortant dès la première phase, après la phase des groupes. C'est quand même très décevant. Et d'un autre côté, bien évidemment, on parle que c'est un tournoi de pré-olympique, donc c'est pour une qualification olympique. On sait que c'est juste les 2 premières de sélection de ce tournoi-là qui se qualifient. Donc le Canada doit aller loin. Comme dans le masculin également, là, c'est les 2 premiers qui se qualifient. D'ailleurs, c'est 2 sur 8, là, ça va être chaud. Exactement, ça va être très très chaud. La différence, c'est que le Canada, bien évidemment, du côté féminin, est bien mieux classé dans le classement FIFA que le côté féminin, le côté masculin, bien évidemment. On le sait, comme que le Canada, pendant longtemps, a été 5e mondial. Maintenant, ça va un peu moins bien, surtout à cause des qualifications de la Coupe du Monde féminine où le Canada a sûrement perdu des rangs. Je suis en train de voir maintenant le classement. Ils sont 8e en date d'aujourd'hui, donc ils ont perdu 3 places depuis. Les bourreaux du Canada, qui étaient la Suède, sont passés à la 5e position, par exemple. Et moi, j'attendais, je ne sais pas si ceux qui nous suivent sur Culture Soccer, que ce soit sur CS à l'érable, mais aussi à partir de notre site web où il y a des articles. J'avais écrit un article après la Coupe du Monde féminine, où j'avais parlé de la Coupe du Monde féminine et j'avais parlé de ce que, selon moi, Kenneth Heiner-Müller, l'entraîneur danois de cette équipe nationale, devait faire, à mon humble avis. Écoute, ça a l'air que Heiner-Müller, il n'a pas lu mon article, hein, Daniel. Exactement. D'ailleurs, parlant de lui, est-ce que tu penses que c'est sa dernière chance? Très sincèrement, ce serait
très, 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 très grave si le Canada n'arrive pas à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Ce serait une énorme déception parce que même s'il y a beaucoup de progression du côté du Mexique et de la Jamaïque, des équipes qui commencent à être intéressantes, n'empêche, le Canada est quand même en date d'aujourd'hui 8e mondial, tandis que le Mexique se retrouve à la 26e place. Et la Jamaïque est encore bien plus loin, si je ne me trompe pas, aux alentours de la 60e, la 51e place. Donc, bref, on s'entend que le Canada est clairement favori. On sait que les États-Unis, c'est le favori numéro 1, première là. Mais n'empêche, c'est extrêmement important pour le Canada de se qualifier et d'arriver jusqu'en finale. Après, bon, comme je l'ai dit, il y a eu de la malchance du côté du Canada, selon moi. C'est qu'ils sont tombés sur deux de leurs plus grandes, des deux équipes les plus dangereuses, moi je trouve, pour elles, qui sont le Mexique et la Jamaïque, parce que le reste, selon moi, sont bien plus prenables. Donc, si on regarde, par exemple, le groupe des États-Unis de l'autre côté, on a les États-Unis, le Costa Rica, le Panama et Haïti. La meilleure équipe parmi celles-là, c'est le Panama. Mais je trouve que le Canada a eu deux des équipes les plus dangereuses dès la phase de groupe. Et on le sait, dans toute grande compétition, c'est toujours la phase de groupe qui est le plus difficile parce que c'est là où l'équipe n'a pas encore connu la compétition. On le sait très bien, on le voit, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. C'est toujours la phase de groupe qui est très difficile à traverser. Donc, ça me fait peur du côté du Canada. Au moins, le premier match ne se jouera pas directement contre la Jamaïque ou le Mexique. Ça se joue directement contre Saint-Christophe et Niévès, ce qui pourrait donner un certain sursaut à l'équipe pour se préparer face aux deux autres sélections un peu plus huppées. Mais j'aimerais parler de cette sélection parce que Kenneth Heiner-Moller, donc comme je l'avais dit moi dans mon article, je voulais un renouvellement d'effectifs. Je voulais voir des joueuses qui n'ont pas été sélectionnées pour cette Coupe du Monde féminine-là rentrer et faire partie de cette sélection-là. Ça, c'était un des points que je demandais. Le deuxième des points, c'était bien évidemment que les jeunes joueuses qui avaient été prises déjà à la Coupe du Monde féminine, qu'elles jouent des minutes lors du tournoi pré-olympique ainsi que du tournoi olympique. Donc ça, on verra, c'est cette deuxième partie-là, on verra comment Kenneth Heiner-Moller va s'occuper par rapport à ça. Mais ce qui m'énerve par contre, c'est que dans la sélection des 20 joueuses qui ont été sélectionnées, on avait parlé la semaine passée, on avait dit comme quoi il y avait la petite jeune de 15 ans, Olivia Smith, qui avait été sélectionnée. Ben non, en fait, elle a été sélectionnée au camp d'entraînement, sauf qu'elle a été coupée par Kenneth Heiner-Moller, donc elle sera même pas là. Par contre, il a repris exactement le même groupe que la Coupe du Monde. La seule différence, c'est qu'à la Coupe du Monde, tu avais le droit à 23 joueuses au lieu de 20. Donc là, il a pris 20 de ces 23, il a coupé les 3 autres. Donc bref, on voit les mêmes joueuses, les gardiennes, c'est les mêmes, Stéphanie Labbé, Kylan Sheridan et Sabrina D'Angelo. Donc bien évidemment, ça devrait être Stéphanie Labbé, la vétéran Stéphanie Labbé qui serait titulaire. En défense, c'est toujours les mêmes. Alicia Chapman, Kadisha Buchanan, Shelina Zadorsky, Rebecca Quinn, Jade Rivière, Ashley Lawrence. Au milieu, on a Julia Grosso, Desiree Scott, Sophie Schmidt, Gabrielle Carr, la québécoise, et Jessie Fleming. Et en attaque, on a Diane Rose, Jordan Huitema, Christine Sinclair, Nichelle Prince, Janine Becky et Adriana Leon. Donc bref, rien d'extraordinaire, pas beaucoup de changements. On a de très jeunes joueuses qui avaient à peine joué lors de la Coupe du Monde, comme je l'ai dit. Donc, des jeunes joueuses en dessous de 21 ans. On a Gabrielle Carr, Jessie Fleming, qui a joué, elle, assez souvent. Julia Grosso, Diana Rose, qui est là aussi, et Jade Rivière. J'espère que ces jeunes-là vont avoir beaucoup plus de temps de jeu que ce qu'on a vu lors de la Coupe du Monde. Parce qu'on a certaines joueuses qui ont pris un certain âge maintenant, et qui sont plus aussi... Parce que le soccer féminin a tellement évolué. Il y a des joueuses qui n'ont plus, selon moi, leur place à 100% comme titulaire indiscutable de ce 11 de départ, comme Desiree Scott, comme Alicia Chapman. C'est difficile. Sophie Schmidt a encore tellement bonne techniquement qu'elle a cette place-là, mais sauf que Heiner-Moller la faisait jouer en tant que latéral gauche au lieu de jouer au milieu de terrain.
Donc, bref, gros problème, point de vue de l'effectif selon moi. J'aurais aimé voir, bien évidemment, des petits jeunes, encore plus de petits jeunes qui viennent participer à à ce tournoi pré-olympique. Comme par exemple la Québécoise Evelyne Vian, j'en parle assez souvent, mais elle a tellement bien fait lors de la saison universitaire que elle a même été choisie lors de la draft de la NWSL. Elle a été choisie en deuxième position, en cinquième position par les Sky Blue FC. Donc, tu te prives de la numéro 5 de la NWSL. Pourquoi? Une des meilleures buteuses du championnat universitaire américain. T'en penses quoi, toi, Daniel? Est-ce que tu penses aussi que notre coach danois, il passe à côté de la plaque? Ou est-ce que tu trouves que non, il faut prendre autant d'expérience à un tournoi pré-olympique comme ça? Honnêtement, je pense que quand tu es dans un tournoi de qualification olympique et en plus que tu joues peut-être ta tête, c'est peut-être pas le moment de faire des essais. Je comprends un peu sa volonté de faire confiance à des joueuses d'expérience. Je comprends aussi ton point par rapport à Viens que, vu ses statistiques, elle se mériterait une place. C'est sûr que ça serait bien d'avoir de la profondeur et aussi surtout d'utiliser la profondeur parce que c'est bien beau avoir 23 joueuses, mais si tu en utilises 11 seulement comme à la Coupe du Monde, tu n'utilises pas ta profondeur. Donc, je pense que peut-être comme tu l'avais mentionné, c'est peut-être le moment justement c'est bon là, de passer à autre chose. Là, je pense qu'il n'était pas prêt à le faire après la Coupe du Monde, mais peut-être ça va être soit la non-qualification aux Jeux olympiques qui va faire en sorte que le sélectionneur va changer et qu'il y aura des nouvelles joueuses, soit après les Jeux olympiques qui va être en mesure de comment on tourne la page Sinclair et compagnie. Ouais, mais c'est possible. Oui, c'est sûr que je doute très fort qu'il y ait autre chose pour ce même groupe-là après les Jeux Olympiques. Au cas où il y a qualification, je doute très fort qu'il y ait autre chose aussi pour ce même groupe-là. Je pense aussi que Heiner Mahler, il est très influencé par le fait que le groupe a l'air de très bien s'entendre ensemble. Donc, c'est comme un groupe, ce groupe de jeunes filles, elles sont toutes ensemble, elles sont amies depuis longtemps, elles ont été là pendant longtemps. Donc, je pense qu'il n'a pas le cœur de vraiment les diviser, mais malheureusement, écoute, c'est la vie d'une joueuse de soccer. Puis, c'est arrivé à un moment, ben, t'es plus assez bonne, ben, je suis vraiment désolé, il va y avoir quelqu'un d'autre qui est meilleur, qui va venir prendre ta place. Bref, je dis pas que ces joueuses-là, Alicia Chapman, Desiree Scott, c'est celles qui me font un peu plus tiquer. C'est pas des joueuses qui sont mauvaises. C'est juste que je trouve que il y a certaines choses comment dire, il y a certains aspects qu'une joueuse professionnelle doit avoir maintenant et qu'elles n'ont juste pas. L'envie, elles l'ont, l'abnégation, elles l'ont, sauf qu'elles ne sont plus au niveau techniquement. Bref, par contre, il y a un gros challenge du point de vue de la sélection féminine canadienne, c'est que le tournoi pré-olympique, comme on l'a dit, il y a 2 équipes qui se qualifient. Okay? On sait très bien que les États-Unis sont bien au-dessus. Là, on est dans le groupe B. Il faut vraiment qu'on termine en première place. Parce qu'on sait très bien que les États-Unis vont finir en première place du groupe A. Donc, si on finit en 2e place, on a un problème parce qu'on jouera contre les premiers du groupe A. Donc, on jouera contre les États-Unis. Ce sera très difficile de vaincre les États-Unis parce que, je ne sais pas, ça fait des millions d'années qu'on ne les a pas vaincus. Et à ce moment-là, on sera éliminé, on ne sera pas qualifié. Donc, le groupe est très important. Il faut remporter le groupe pour éviter les États-Unis lors de la demi-finale. Après, jouer un match contre le Costa Rica, Panama ou Haïti, je pense que ce sera au même niveau que les matchs du groupe, même voire un peu moins bon que ce qu'on a vu lors des Jeux Olympiques, lors du premier groupe. Donc bref, dans la phase de groupe, pardon. Donc bref. On dirait que la discussion elle est un peu la même qu'au niveau masculin. Où on dit faut éviter les États-Unis en demi-finale
du côté masculin aussi. La différence, c'est qu'avec les masculins, tu as les États-Unis et tu as le Mexique. Donc, tu as Ouais. deux équipes qui sont bien au-dessus. Puis, tu as d'autres équipes qui sont du même niveau, comme le Costa Rica, comme le Panama. Ça, c'est des équipes un peu du même niveau que le Canada. Même Haïti est du même niveau. Curaçao est un peu du même niveau. Par contre, du côté des féminines, il y a vraiment un gap entre les États-Unis et le Canada. Puis après, il est supposé avoir un gap entre le Canada et les autres. Ce gap-là, entre le Canada et les autres, est en train de se rétrécir, mais il est encore là, il est encore présent. Tandis que du côté masculin, c'est complètement différent. Au contraire, c'est nous qui avons rétréci le gap entre nous et les autres sélections. Donc, c'est un peu différent. Mais oui, je vois ce que tu veux dire par rapport au fait qu'il faut vraiment éviter de tomber face aux gros aux États-Unis, comme chez les masculins. Tu as complètement raison de ce point de vue-là. Donc, bref, voyons voir. Moi, j'espère, comme je l'ai dit, j'espère juste que Heiner Moller a compris qu'il devait faire jouer au moins les jeunes joueuses qui font partie de l'effectif. Donc, moi, j'aimerais voir un peu plus Julia Grosso, j'aimerais voir un peu plus Gabrielle Carl. Et oublie pas, après ce tournoi, il y aura un autre tournoi en France en mars, le fameux tournoi de France, dans lequel il y aura aussi la France, les Pays-Bas et le Brésil. Donc, c'est sûr que en cas de qualification pour les Jeux olympiques, ça peut être un tournoi intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça le problème, tu l'as dit, en cas de qualification. Moi, je suis pas si convaincu que ça qu'on va se qualifier. Hein. Je pense que ça va être beaucoup plus dur que ce que le monde pense. Et tu l'as dit, ça a l'air que Kenneth Heiner-Moller et Canada Soccer sont tellement convaincus qu'ils vont se qualifier qu'ils ont cédulé ce tournoi-là au mois de mars. Donc, le 4 mars, ça commence pour le Canada, ça commencera pour le Canada. En France, à Calais, ils vont se battre contre des équipes extraordinaires dans le monde du soccer féminin. Ils vont se battre contre la France, 4e mondiale, contre les Pays-Bas, 3e mondiale, contre le Brésil, 9e mondiale. Donc, ça veut dire qu'ils croient vraiment à leur chance de se qualifier. Je l'espère. Et écoute, je pense que la clé va passer par les sélections et le 11 de départ de Kenneth Heiner-Moller et de ses changements. Ça va passer par là. Parce que revenir à jouer comme il a fait en Coupe du Monde, il a utilisé en tout 13 joueuses, c'est ça. Il a utilisé 13 joueuses et après il y a 3 autres qu'il a utilisées, mais une poignée de minutes. Je pense pas que ça passera. En tout cas, ça c'est mon avis. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Daniel? Moi, j'ai toujours été partisan de la profondeur, d'utiliser l'effectif disponible le plus possible. En même temps, parce que faire comprendre que l'effectif, c'est pas juste le 11 partant, qu'une équipe. Les équipes qui ont fait la différence dans des tournois, c'est souvent des équipes qui ont pu utiliser une grande variété de joueurs ou joueuses pour se sortir de différentes situations. Là. Je me rappellerai toujours, par exemple, je crois que c'était en 2008 que le Cameroun avait été en finale de la Coupe d'Afrique des Nations au niveau masculin. Et je me rappelle l'entraîneur de l'équipe du Cameroun, il était très fier de montrer qu'il utilisait le plus de joueurs possible, qu'il fait rentrer un joueur et il marque. Et, depuis ce temps-là, ça m'a un peu marqué justement l'utilisation de la profondeur de l'effectif. Oui, exactement, tu as complètement raison. Et j'aimerais revenir juste sur le dernier tournoi pré-olympique qu'il y avait eu en 2016, avant les Jeux olympiques de Rio. Écoute, le Canada avait fini premier de son groupe, bien évidemment, et ils avaient un groupe avec le Trinidad de Tobago, la Guyane et puis le Guatemala. On se rappelle qu'à Rio 2016, ils avaient fini 3e, l'équipe nationale canadienne lors du tournoi olympique. Ils avaient vraiment dominé dans ce groupe-là parce qu'ils avaient battu le premier match, qui est le match le plus difficile. Ils avaient battu le Guatemala 2-1. Ils avaient battu la Guyane 5-0. Après, ils se sont imposés face à Trinidad et Tobago, qui a fini 2e du groupe et qui avait remporté ses 2 autres matchs. Ils l'avaient remporté 6-0. Puis après, ils avaient battu le Guatemala 10-0. Puis ils s'étaient retrouvés en demi-finale face au Costa Rica, tandis que de l'autre côté, les États-Unis aussi, ils avaient marqué plus de buts que nous. Ils avaient marqué moins de buts que nous, pardon. Et puis là, les États-Unis avaient battu Trinidad et Tobago 5-0. Nous, on avait battu le Costa Rica un peu plus difficilement sur le score de 3-1.
Et puis en finale, les États-Unis avaient battu le Canada 2-0. Donc bref, il faut montrer ce genre de domination cette année, sauf que comme j'ai dit, depuis 2016, l'écart a tellement rétréci que ça va être extrêmement difficile. Comme je l'ai dit, le Costa Rica était dangereux avant. Maintenant, selon moi, je pense que le Panama est un peu plus fort que le Costa Rica du côté des féminins. Donc ça, on le verra dans le groupe A parce que cette deuxième équipe-là, si tout se passe bien pour le Canada, cette deuxième équipe-là, ce sera l'équipe qu'on va affronter. Ce sera entre le Costa Rica et le Panama. Je mettrai un bon 25 sous sur le Panama pour dépasser le Costa Rica cette fois-ci. Bref, on verra. J'ai hâte de voir ces matchs-là. C'est sûr, je vais faire en sorte de regarder tous les matchs. C'est à voir sur One Soccer, bien évidemment. Ce sera retransmis sur One Soccer. Donc, encore une fois, je vous conseille d'avoir votre abonnement si jamais vous voulez suivre les péripéties de notre équipe nationale féminine. N'est-ce pas, Daniel? Oui, bien sûr. Ce sera un bon moment pour s'abonner à One Soccer. Moi, personnellement, je suis abonné pour d'autres raisons que vous connaissez. Mais c'est sûr que je profitais de l'occasion pour suivre le tournoi. Là. Je suis content, on a quand même une variété de compétitions à faire avec ça. Ouais, exactement. En tout cas, on verra par rapport à ça. Maintenant, passons à notre prochain sujet. Le prochain sujet, bien évidemment, c'est la CanPL, notre CanPL chérie. On va commencer par en premier. Je vais commencer par le prochain sujet qui est le sujet qui a fait le plus parler. C'est le transfert de Tristan Borges et non pour nos amis de l'Impact de Montréal, pas à l'Impact de Montréal, mais en Division 2 en Belgique. Où il a signé à Louvain, donc une équipe de Division 2 en Belgique, pour un montant à peu près de 300 000 avec 200 000 en option, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est ce que les rumeurs disent. Ce qui a été annoncé dans certains médias, mais jamais officialisé par aucun des deux clubs. Donc, je pense pas que ça va être annoncé. Quoique les clubs européens sont un peu plus transparents là-dessus. Mais il n'y a pas eu de communiqué à cet effet. Donc, pour l'instant, les sources qui le disent, je ne sais pas d'où vont chercher leur information. Donc, c'est ça qui a été annoncé. 300 000 plus avec les bonus, ça peut atteindre 500 000. Ce qui est quand même une bonne somme pour un club comme le Forge FC, là, dans une ligue qui vient de commencer. On dit que la masse salariale tourne autour de 800 000, donc ce serait à peu près la moitié de la masse salariale avec ce transfert-là. Il paraît aussi qu'il y a un 10% qui revient à la ligue, car autre chose qui a été annoncée cette semaine, ça a été officialisé par la ligue qu'ils ont fait affaire avec une agence qui s'appelle 21st Century, qui aide la Ligue à dénicher des joueurs intéressés qui pourraient renforcer aussi à travers diverses statistiques qui pourraient renforcer intelligemment les effectifs. Et c'est une compagnie britannique. Et comme la Ligue aide les équipes dans le scouting, dans le recrutement, il paraît qu'il y a un 10% des indemnités de transfert qui va à la Ligue. OK. Donc ça, c'est quand même une bonne chose pour la Ligue aussi, bien évidemment, de couvrir ses coûts. C'est intéressant. Mais parlons un peu de ce transfert-là, parce que il a fait couler beaucoup d'encre, dont moi, bien évidemment, qui avait mon propre mot à dire. Moi, je n'étais pas très convaincu au début, parce que je sais comment ça se passe les deuxièmes divisions en Europe, ok? Les deuxièmes divisions en Europe, juste pour préciser, parce que on m'a corrigé à un moment donné sur Twitter, la division 2 en Belgique ne s'appelle pas division 2, mais elle s'appelle division 1B Proximus League. Donc, juste pour ceux qui sont un peu plus maniaques sur les mots, c'est ça. Donc, moi, je vais l'appeler division 2 juste parce que c'est plus simple à dire. Moi, je n'étais pas très convaincu parce que les divisions 2, le deuxième échelon, en fait, des pyramides européennes d'habitude, c'est un jeu très physique. C'est un jeu extrêmement physique, pas vraiment technique. Et ça se retrouve, d'habitude, on voit des clubs, il y a un mix entre des clubs professionnels et des clubs qui sont professionnels, bien évidemment, qui ont le statut professionnel, mais sauf que qui sont pas non plus très établis, qui d'habitude font l'ascenseur entre la 3e division et la 2e. Et puis d'habitude, tu te retrouves des pelouses un peu dégueulasses, où c'est difficile, les techniques, les dribbles sont difficiles, le contrôle du ballon est difficile. Et moi, ça me fait peur.
pour quelqu'un comme Tristan Borges, qui est quelqu'un qui a de la classe, qui sait bien contrôler le ballon, qui joue très techniquement, qui aime faire ses petits dribbles, et qui est pas très physique non plus. Donc, moi, ça me fait peur, ce côté-là, pour Tristan Borges. Donc, ma première réaction était là, oulala, pourquoi il a signé en deuxième division? Pourquoi il n'a pas signé en première division dans des clubs de bas de tableau? Je pense que c'est mieux. Au moins, il va rencontrer des gros clubs. Après, bon, peut-être qu'il a eu une certaine garantie de temps de jeu en division 2 belge. Par contre, il y a des gens qui m'ont convaincu en me disant que Louvain, c'est vraiment une équipe qui est presque proche à faire le pas et à être promu en division 1. C'est pas encore fait, hein, parce que le classement, il se passe en deux temps. Dans la deuxième division, il y a la période 1 où Louvain a fini premier, un point devant un autre club, Virton. Et puis la deuxième partie, en date d'aujourd'hui, avec 8 matchs joués, on sait que la deuxième partie, elle se joue sur 12 matchs, je pense. En tout cas, sur quelques matchs. La deuxième partie, Louvain, maintenant, est 5e, sauf qu'à 3 points du premier. Donc, c'est très, très, très proche. Mais n'empêche, oui, il y a 14 matchs lors de la deuxième journée, juste pour vous mettre au courant. Excusez-moi, j'ai pris du temps à le dire. Et le classement général se passe période 1 plus période 2, donc la première partie plus la période 2, et c'est là où on voit le classement. Et en date d'aujourd'hui, lors du classement général, Louvain est 3e. Donc Louvain est 3e avec 1 point de moins que les deux premiers qui sont à égalité. Donc, bref, c'est pas non plus dans la poche que Louvain va se qualifier en première division. Et je trouve que là, ce serait très grave. Parce que pour quelqu'un comme Tristan Borges, si jamais il passe en division 1, c'est très bien. En plus, Louvain, il paraît qu'ils ont une très bonne académie, ils ont de très bonnes installations, donc ça peut beaucoup aider. Par contre, s'il passe en division 1, je comprends le choix de Borges. S'il passe pas en division 1, une deuxième saison en division 2... pas trop sûr que ce serait la meilleure des choses pour un gars comme Tristan Borges. T'en penses quoi, Daniel? J'ai vraiment beaucoup parlé sur ces segments-là. Je vais te laisser parler longtemps cette fois-ci, donc je veux avoir ton point de vue. Eh bien, pour moi, au début, j'étais content, mais en même temps, j'avais un goût amer, un arrière-goût amer parce que c'était une division 2. Moi, la raison pour laquelle je n'étais pas content pour une division 2, au-delà du fait que oui, souvent les divisions 2 sont plus physiques. Je me rappelle plusieurs joueurs techniques qui ont joué dans des deuxième ou troisième divisions, qui sont passés en première division en Europe, disaient que la première division, c'était plus facile pour eux que les divisions inférieures pour cette raison-là. Ensuite, une autre chose, c'est qu'en Belgique, déjà en première division, il y a des clubs il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas professionnels. Donc, il y a des joueurs en première division qui travaillent le jour et qui s'entraînent le soir. Alors, en deuxième division, j'imagine que c'est une proportion encore plus importante. Et par contre, je pense que il a choisi ce club-là parce que il avait probablement des garanties pour le temps de jeu. Il avait plus de chances. Alors que s'il avait joué dans une équipe de bas de tableau en Belgique, il serait arrivé en milieu de saison dans une équipe qui joue sa peau. Il n'aura pas le temps de s'habituer. Et le temps qu'il s'habitue, ils vont être déjà descendus en deuxième division. Donc, il serait il serait au même niveau qu'il est maintenant, là, finalement. Sinon, moi, je suis content qu'il soit allé en Europe parce qu'il y avait un profil pas mal plus européen que nord-américain. Et il y avait déjà eu une expérience ratée en Europe. Je pense qu'il était revanchard par rapport à ça. Raté, c'est un gros mot, là, plutôt. Disons que ça n'a pas été un succès, mais il était jeune, puis ça a été quand même formateur pour lui. Je suis content aussi que la Ligue a pu montrer qu'elle est prête à vendre des joueurs en Europe, peu importe où en Europe. Là. Moi, de toute façon, c'est quand même pas, c'est pas un club obscur en Scandinavie ou en Europe de l'Est. Là. C'est quand même la Belgique qui produit de très bons joueurs chaque année. Par contre, ce que j'ai su depuis plusieurs années, j'ai entendu ça une fois de la part de gens qui connaissaient bien le soccer belge, qui disait que le championnat en Belgique, contrairement en France ou en Angleterre ou en Allemagne ou en Espagne, il y a une moins grande tradition des clubs de Division 1 de recruter en Division 2. Donc, si lui, son objectif, c'était de se montrer pour espérer être
être recruté par une équipe de Division 1 si son équipe, si son équipe ne réussit pas à la monter. Ben, ça peut être plus difficile. Également, une Division 2, ça reste toujours moins médiatisé qu'une Division 1. Peu importe le pays. Je veux dire, regarde la Canadian Premier League, on voit que c'est pas la meilleure ligue du monde et elle est déjà accessible sur une plateforme avec Mediapro. On peut voir des bons résumés de haute qualité sur YouTube. Alors qu'une Division 2, souvent, ça va être plus difficile d'avoir accès à du contenu. Ça va pas toujours c'est pas tous les matchs nécessairement qui vont diffuser en Division 2. Donc, il y a une exposition qui est plus limitée. Et un autre point, c'est que si ça se passe pas bien, eh bien, il risque de sombrer dans l'anonymat beaucoup plus facilement qu'en Division 1, peu importe le pays, encore une fois. Parce que des fois, quand le gars est en Division 2, on se rappelle plus. Son équipe descend, par exemple, là, on a perdu de vue, là. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Souvent, des fois, une équipe de Division 2, ça va être dans une plus petite ville, donc il y a moins de médias qui vont en parler. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui, pour la Ligue, pour son équipe. Pour la Ligue, parce que ça montre assez rapidement qu'on est capable de vendre des joueurs en Europe. Après ça, le montant, il est relatif. Parce que c'est sûr que si on compare avec les clubs anglais ou les montants qu'ils recrutent, c'est négligeable. Mais dans le monde Ouais, du mais soccer, il faut pas non plus sauter les oui, oui, étapes, hein. oui, oui, On oui, passe oui. une ligue qui existe depuis un an à une ligue, une des meilleures ligues dans le monde, une des top 2, une des top 5 dans le monde. Donc, on va pas non plus les Non, comparer non, non, avec non, l'Angleterre. non. Mais t'as Non, raison de le non. dire, t'as raison de le dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour suivre plusieurs ligues dans le monde. Les joueurs qui sont pas nécessairement des stars, euh, les prix n'ont pas beaucoup augmenté au cours des 10 dernières années, des 15 dernières années. Si je compare un joueur à 1 million d'euros en 2005, je me rappelle des joueurs qui étaient transférés à 1 million d'euros. S'ils étaient transférés aujourd'hui, je pense pas que ce serait plus des plus gros montants. Il n'y a pas eu une inflation pour les joueurs dits moyens, si on veut. Alors que les gros joueurs, oui, il y a eu une inflation record, surtout certaines positions, là, comme les défenseurs latéraux modernes qui montent et tout. Il y a eu des inflations incroyables, même les gardiens. Mais tout Et ça les pour dire attaquants. que oui, ah oui, oui. Et surtout que maintenant, l'attaquant de pointe est de plus en plus rare, là. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est sûr que c'est la personne qui suit le soccer mondial, qui voit qui se pratique dans les grands championnats en Europe, va trouver que c'est un montant négligeable. Mais par rapport à ce qui se fait en Amérique du Nord ou dans des pays, dans des deuxièmes divisions, dans des pays qui est pas dans le top 5 européen, ben c'est un montant qui est quand même conséquent. Donc, moi, je pense que aussi, comme je l'ai dit, quand on regarde proportionnellement au cap salarial présumé, je trouve que c'est quand même un montant intéressant. Après ça, je sais pas ce que le club pourra, je sais pas si c'est comme à MLS où on peut rajouter ça dans le cap salarial ou est-ce que ça va devoir être réinvesti, par exemple, dans d'autres transferts. Ce que j'ai compris, c'est qu'il semble pas y avoir de restrictions pour l'utilisation, mais que ça peut pas aller dans le cap salarial, mais ça peut aller pour des transferts ou ça peut aller dans d'autres dépenses du club, là. Mais moi, je pense que ce n'est qu'un début. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais fait un petit sondage sur Twitter, savoir si les gens, si les fans, surtout ça s'adressait surtout aux fans actuels qui ont eu le temps de créer un certain lien avec les joueurs. Est-ce que vous seriez prêt à perdre vos 2-3 meilleurs joueurs chaque année pour être financièrement stable? Et ça me rappelle certains clubs européens. Et la plupart des gens, on dit que si c'est pour des bonnes raisons, si c'est pour des raisons financières, ça peut être intéressant pour le club et pour le joueur, ils sont prêts à l'assumer. Et là, ça m'emmène à un autre point. C'est maintenant qu'il est parti, comment allons-nous le remplacer? Est-ce que ça va laisser la place à un autre joueur du club d'avoir plus de temps de jeu? Peut-être, par exemple, David Choinière, même si c'est pas nécessairement le même poste, mais peut-être arranger le schéma tactique pour que Choinière ait un rôle plus important. Est-ce que ça va être, par exemple, les joueurs qui ont été choisis au draft universitaire? Est-ce que ça va être d'autres joueurs de la Ligue? Est-ce que ça va être
d'autres joueurs. Mais maintenant qu'on a un petit montant qu'on peut dépenser dans le marché des transferts, est-ce qu'on va payer pour ramener un joueur d'Amérique latine, par exemple? C'est ça qui va être intéressant. D'ailleurs, le site de la Ligue a mis un article là-dessus pour faire spéculer un peu sur des remplaçants éventuels. Toi, qu'est-ce que tu en penses au niveau du remplacement de Tristan Borge? Ben écoute, pour Borge, ben écoute, je pense que Forge va vouloir. Ben, on l'a vu dès le début que Forge c'était une des têtes d'affiche de cette ligue, la CanPL, en termes de qualité d'effectifs et même de budget. Puis ça m'étonnerait que Forge se débarrasse du MVP de la ligue sans le remplacer par quelqu'un qui pense va être équivalent. Donc je doute que ce soit juste une solution à l'interne. Je pense pas que c'est du peu qu'on sait et qu'on connaît, du peu d'histoire qu'on a avec Forge FC, j'ai comme l'impression qu'ils vont vouloir frapper un grand coup juste parce que ils ont cette marge financière-là avec les frais de transfert qu'ils ont dû recevoir. Moi, je m'attends à ce qu'il soit remplacé, mais il soit remplacé par un joueur qui vont penser qui est équivalent. Ça m'étonnerait pas de le voir. Il y a beaucoup qui parlaient de Bustos, par exemple, comme quoi il pourrait changer de club. Le Bustos qui était à Valor. Donc, c'est peut-être une option, parce que Bustos aussi joue sur l'aile gauche, si je ne me trompe pas. Enfin, il est capable de jouer sur l'aile gauche comme sur l'aile droite. Donc, bref, moi, ça ne m'étonnerait pas de voir ce genre de transfert-là pour Bustos, parce qu'en faisant ce genre de transfert-là, on sait que Forge FC, bien évidemment, les propriétaires de Forge FC étaient très impliqués avec la création de la ligue. Donc, en ramenant Marco Bustos directement de Valor FC, on a de l'argent qui circule. Donc, l'argent circule d'une équipe à une autre. Ça donne de l'argent à Valor, ça hausse le championnat. Ça, c'est une des options. La deuxième option, c'est effectivement d'aller à l'étranger chercher quelqu'un d'autre. Et cette possibilité est là et bien là. Donc, bref, on verra ce que ça va faire, mais je doute très fort que ce soit juste pour faire une place à David Choinière. Je doute fort. Je pense que déjà, David Choinière aura déjà un peu plus de place dans tous les cas. Non, je pense qu'il a prouvé l'année passée qu'il était capable de faire ce qu'il fallait et ça ne m'étonnerait pas de le voir gagner plus de temps de jeu cette année. Et aussi, par rapport à Bustos, ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour l'instant, il n'est pas encore... il n'y a pas eu une prolongation avec Valor, donc je suis pas sûr qu'ils vont toucher une indemnité. Mais par contre, c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait un peu d'argent qui est réinjecté dans l'économie locale. Par exemple, si les clubs de Canadian Premier League commencent à payer pour les joueurs qui jouent dans les clubs semi-professionnels, s'ils les recrutent au milieu de la saison, ben, un petit 10 000, 20 000, c'est pour un club semi-professionnel, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que dans un sens, même d'un point de vue marketing, si on le remplace pas, ça peut laisser sceptique certains fans, les fans de l'équipe par rapport aux ambitions du club. Là. Moi, je pense qu'il sera remplacé. Il sera remplacé à 100%. Je doute très fort qu'il soit pas remplacé. Je sais pas si toi, tu penses à cette possibilité-là. Moi, je suis convaincu que qu'il va être remplacé. Je serais très étonné si c'est pas le cas, là. Mais je pense que tous les scénarios sont envisageables. Après ça, est-ce qu'il va être remplacé dans le sens qu'il va être remplacé numériquement, mais qu'au final, la solution va venir de l'interne, puis la personne qui va être remplacée, qui va venir, va être plus un complément. Je pense que tous les scénarios sont envisageables. Est-ce que peut-être aussi qu'ils avaient déjà un nom en tête avant même de le laisser partir, parce que quand même, il reste plusieurs mois avant la saison. Peut-être qu'ils avaient déjà... d'ailleurs, on reviendra là-dessus, il y avait un nom qui avait circulé tout de suite après, là. Donc, moi, en tout cas, je pense que j'ai hâte surtout de voir ses performances, là. Il a déjà commencé à s'entraîner, d'ailleurs. Puis, ce qui est bien, c'est que le championnat belge joue en ce moment. Donc, on va pas avoir à attendre jusqu'en mars ou avril pour le voir jouer là-bas. En espérant qu'il joue, hein. Est-ce que c'est possible qu'il vienne en plein milieu du championnat puis prendre la place de titulaire de quelqu'un? Peut-être qu'il joue pas toute cette saison. Peut-être qu'il joue pas avant 2-3 semaines ou même 3 semaines, 4 semaines. Ça peut prendre un mois avant qu'il commence à avoir ses premières minutes. Ou bien, et ce qui est le plus logique selon moi, que Louvain commence à lui donner du temps de jeu progressivement. Donc en premier, un bon petit 10 minutes, 10 ou 15 minutes en premier, puis 30 minutes, puis après lui donner du temps de jeu plus important.
Ou bien juste à ce qu'il soit juste remplaçant, hein. C'est très possible. Il y a beaucoup de clubs européens qui vont penser ça comme ça en disant ouais, j'ai le temps, il n'y a pas de problème. On l'achète dès maintenant parce que c'est moins cher, puis on le fait pas jouer dès 6 mois, puis l'année prochaine, on le fera jouer plus souvent. C'est possible Ouais, aussi. ouais, il y a toutes sortes de scénarios, surtout que là, lui, c'est sûr qu'il vient de faire le stage avec l'équipe nationale, mais il y avait quand même eu un petit trou où il n'y a pas eu d'entraînement avec l'équipe, à moins ils avaient un entraînement avec les joueurs qui étaient présents, mais c'est la saison morte aussi, là, donc ça se peut qu'ils vont attendre qu'il soit prêt à 100% physiquement. De toute façon, l'important maintenant, c'est qu'il prenne ses repères et arrivera ce qui arrivera, c'est un jeune joueur, on lui souhaite bonne chance surtout. Puis je suis très heureux qu'un joueur de ce calibre pu être dans la première année de la Ligue. Et j'espère surtout, que ça ne sera pas le dernier. Là. Je pense que de toute façon que ça ne sera pas le cas. Il y a beaucoup de joueurs. Et pour les fans de la Ligue qui supportent une équipe en particulier, ben, sachez qu'il y a aussi des risques que les joueurs partent pendant l'été. Ce qui n'est Ouais, pas ben oui, c'est sûr. négligeable. C'est sûr, c'est sûr. L'idéal, c'est que ça arrive l'hiver, mais l'été, c'est la saison morte en Europe et les clubs vont peut-être être intéressés. Mais le bon côté, c'est que si ça arrive l'été, ben, le pouvoir de négociation est plus du côté du club canadien parce qu'ils en ont besoin. Ils jouent maintenant en ce moment. Il est sous contrat, donc il y a moyen d'aller chercher plus d'argent. Exactement. J'aimerais aussi mentionner deux petites choses. Je ne sais pas si tu voudras ajouter quelque chose d'autre par rapport à ça, mais je vais ajouter deux petites choses. En premier, ben, c'est bien pour Borges aussi parce qu'il ne va pas être trop dépaysé parce que lui, avant, il était à Heerenveen aux Pays-Bas. Puis Louvain, ben, ça se trouve dans la partie flamande de la Belgique. Donc, partie flamande, quand on dit partie flamande, donc la Belgique est divisée en plusieurs parties, mais sauf qu'on a une partie très francophone et une partie très néerlandophone. Ben, c'est le cas pour Ouais. Louvain, c'est néerlandophone, donc ça veut dire que c'est la même langue qu'avec Heerenveen qui est aux Pays-Bas. Donc, il n'y aura pas ce dépaysement de langue assez important, donc ça c'est intéressant. La deuxième chose qu'il faut mentionner, bien évidemment, c'est que le club où il est transféré, ben, il appartient aussi à Leicester City. Donc, Leicester Au même City, propriétaire, ouais, ouais, il de appartient King aussi au Power. même propriétaire King Power. Donc, bref, c'est sûr que une facilité d'être transféré à Leicester City il y aura cette facilité-là. Après, bon, on est en train de parler il est à l'échelon 60, puis Leicester City à l'échelon 2. Donc, il aura beaucoup de croûte à manger avant d'y arriver. Souvent, quand on parle de ça, par exemple, avec les clubs qui ont les réseaux comme Red Bull ou Citigroup, ben, ceux qui passent vraiment d'un club à l'autre du même propriétaire, c'est quand même rare. Là. Donc, ça reste, comme tu as dit, on verra quand ça arrivera. Sinon, au niveau des transferts, ben, il y a eu pas mal de transferts. Et je pense qu'il y a eu des bonnes nouvelles. Est-ce que toi, tu trouves que avec ce qui a été annoncé, est-ce que tu es optimiste pour la saison 2020? Ah oui. Selon moi, je vois beaucoup de différences entre la saison 2019 et 2020. Hein. En 2019, tu avais des joueurs dont on n'avait pas vraiment entendu parler, qui avaient signé pour le club, que moi je connaissais pas parce que je suis pas trop le football semi-professionnel, que ce soit dans les autres provinces ou même au Québec. Je suis un tout petit peu au Québec parce que j'ai des petits liens à droite et à gauche, mais sauf que je suis pas un connaisseur du football semi-professionnel au Québec, et même encore moins en Ontario, ou En encore Ontario, moins en Colombie-Britannique ou quoi que ce soit. Puis par contre, et en Alberta surtout, et par contre, on a vu des joueurs qu'on connaissait pas. On a vu quelques joueurs, quelques gros joueurs. On parle de Marcus Haber, de Marcel De Jong, Nakajima Ferran. Et bref, il y en a plusieurs. Là, j'ai Kyle Becker à Forge FC ou ces joueurs-là que je connaissais un peu mieux. Par contre, là, on est en train de voir des joueurs, soit de USL, soit des joueurs qui étaient dans les clubs de MLS, mais qu'on n'a pas renouvelé, que les clubs de MLS n'ont pas renouvelé, qui sont en train de signer en CNPL. Donc, ces joueurs-là qui ont fait partie de la MLS, ou je vais dire
peut-être qu'ils ont eu 1 ou 2 apparitions à MLS ou pas du tout, mais ils ont fait partie d'un club de MLS, ben ils se disent, écoute, au lieu que j'aille tenter ma chance en USL dans une ligue qui est pas trop suivie et qui est une deuxième ligue d'un pays, je préfère rester chez moi, dans mon pays, et être en première division. Puis ils font le saut là. Et on l'a vu, on l'a vu avec Kristinovic Insa qu'on a reçu ici, mais aussi on vient de le voir maintenant avec des joueurs comme Daniel Kinumbe de l'ancien de l'Impact de Montréal qui a signé à Halifax. On voit par exemple Thomas Meyer-Giguère qui a signé à Pacific FC. Et j'aimerais qu'on en parle de Thomas Meyer-Giguère parce que Thomas Meyer-Giguère, c'est une excellente acquisition pour Pacific FC. Je sais que nos amis du Pacifique vont commencer à penser qu'on va faire la même chose que ce qu'on avait dit sur Émile Legault. Émile Legault qui avait été très bon au début puis finalement qui a perdu sa place. Émile Legault, c'est complètement autre chose. Émile Legault, il est passé, il a joué, il a pas réussi à s'imposer à l'Impact. Il était là en essai, il n'a pas réussi à s'imposer. Il est parti à Pacifique. Avec l'Impact, il y avait eu une histoire avec les frais de formation. Avec les frais de formation, exactement. Mais ils auraient pu, s'il avait réussi à vraiment à s'imposer. J'ai jamais trop compris. Ce que j'ai compris, c'est que le staff le voulait vraiment parce qu'il est quand même resté longtemps. Et ça semble plus être au niveau de la J-Observe. Mais j'ai toujours jamais compris pourquoi le Pacific FC a pu le signer. Il n'y a pas eu de problème de frais de formation. Mais que l'Impact ne pouvait pas. Ça, j'ai jamais compris. Mais un jour, il faudra qu'on m'explique cette histoire-là. Bref, mais oui, effectivement, c'est un peu bizarre. Mais je pense que Thomas Meyer-Giguère, c'est autre chose. Parce que Thomas Meyer-Giguère était en USL l'année passée avec le Fury d'Ottawa. Thomas Meyer-Giguère était titulaire en USL avec le Fury d'Ottawa. Et Thomas Meyer-Giguère, avec le Fury d'Ottawa, s'est qualifié pour les playoffs de la USL. Donc, on est en train de parler d'un autre niveau de joueur, d'un joueur beaucoup plus élevé, à un niveau beaucoup plus élevé, qui, selon moi, aurait pu avoir sa place avec l'Impact de Montréal, mais l'Impact de Montréal a décidé autrement. Avec raison ou non, ça c'est assez admirable. C'est toute une discussion complètement différente. Par contre, Thomas Meyer-Giguère, il a ce qu'il faut pour réussir à ce niveau-là et je pense qu'il sera un des meilleurs défenseurs de la Ligue au même niveau que des joueurs cette année comme Didic qui fait partie de l'équipe nationale et qui est en fait à l'essai avec les Whitecaps de Vancouver ou bien au même niveau que Zator avec Cavalry FC ou au même niveau que Luca Gasparotto qui joue à York 9. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas de voir Thomas Meyer-Giguère à ce niveau-là, même voire peut-être plus élevé. Et ouais, mais Thomas Meyer-Giguère, il l'a mentionné, il est tanné d'être le petit jeune. Là, il veut être un leader. Donc, le fait d'être avec Pacific, une équipe qui est quand même jeune, mais ça lui donne la possibilité, surtout que lui, il a quand même d'expérience, comme tu l'as dit, en USL. Il s'est entraîné avec l'Impact. Donc, il a quand même la possibilité de peut-être de devenir un leader en défense. Quand même beaucoup d'ailleurs, Thomas Meyer-Giguère a été annoncé avec Jamar Dixon, qui était son coéquipier au Fury d'Ottawa. Jamar Dixon, d'ailleurs, pour l'anecdote, il a déjà joué à Victoria. Il vient d'Ottawa, mais il a déjà joué à Victoria de 2009 à 2011 dans l'ancienne PDL, qui est devenue la USL League 2. Il a joué quelques matchs avec l'équipe nationale canadienne. Il a joué un peu dans les pays scandinaves, en Suède, en Finlande. Également, Daniel Kinumbe, on en a parlé la semaine passée, il y a eu des renouvellements. Par exemple, à Valor, il y a eu Dylan Carrero et Diego Gutiérrez qui ont été renouvelés. Par contre, Gutiérrez, son frère jumeau, la même journée, je crois, a été annoncé au Whitecaps de Vancouver. Il y a eu Jordan Morel et Martin Arguiniarena qui ont été libérés par le Valor. Jordan Morel, il a tenu à remercier le public. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est le joueur qui avait frappé la table quand il a été suspendu à Halifax. Ouais. On va s'en rappeler. Malheureusement, ça va lui coller à la peau, cette réputation. Il y a eu Pacific FC renouvelé Lucas McNaughton et le gardien Nolan. Donc, ça devient... Il y avait des rumeurs pour les gardiens qui vont aller à Pacific FC. Là, ils en ont prolongé un. Mark Village n'a pas été renouvelé. Donc, encore une place à Pacific FC. Il y a eu Ahmed El Ramdi qui n'a pas été renouvelé qui a été libéré par le Pacific FC. En fait, lui, il vient de Vancouver. Il avait signé un petit peu après que la saison a commencé. Il avait comme 16 ou 17 ans. Il avait signé il avait marqué un très beau but d'ailleurs. Et en plein milieu de la saison, il est comme disparu parce qu'il était appelé avec l'équipe nationale U20 de l'Arabie Saoudite, son pays natal. Et après, comme le club a comme pas trop insisté, il a laissé faire
faire vivre son expérience internationale. Et finalement, il semble qu'il va. Le club l'a libéré pour lui laisser la chance de signer En dans les Arabie clubs Saoudite, saoudiens. ouais, Exactement. Mais moi, je trouve ça dommage parce que les clubs saoudiens, habituellement, ont de la. Tu sais, je vois qu'ils payent en Europe quand même. C'est vrai qu'ils essaient souvent d'avoir des joueurs gratuits pour offrir des meilleurs salaires. Mais ils payent quand c'est le temps de payer. Je vois, ils recrutent beaucoup en Afrique. Ils payent quand même des bonnes indemnités. Et ils payent souvent en dollars US aussi. Là. Donc, je trouve ça dommage que le Pacific FC n'a pas insisté pour avoir une indemnité pour un joueur. Je sais qu'ils l'ont pas formé. Je sais qu'il n'a pas joué beaucoup. Mais n'empêche que comme ils ont perdu un joueur en plein milieu de la saison, qui était bon, ça aurait été bien qu'ils réclament leurs droits, mais je comprends qu'ils ont voulu être fair play là-dessus. Il y a un Brésilien de Corinthians de Sao Paulo, un club très emblématique au Brésil, qui s'appelle Gabriel Vasconcelos, qui est signé à York Nine. Ouais, ça va être très intéressant. Je suis curieux de voir son niveau. Bien évidemment, je suis vraiment très, très curieux. En tout cas, on verra. On verra très bien de ce point de vue-là. Beaucoup de transferts, c'est bien. Il était à Corinthians, mais il était, comment dire, il a été prêté pas mal tout le temps. Là. Je pense qu'il n'a pas joué beaucoup ou pas du tout avec Même les là, Corinthians. il a fait partie du centre de formation. C'est déjà un gros truc. Hein. Donc, il a connu les Corinthians, qui est un même des meilleurs clubs dans le monde. Et beaucoup qui suivent l'Europe pensent que les clubs européens sont bien au-dessus. Ben, je suis désolé, Corinthians fait partie des très, très, très bons clubs dans le monde. Hein. C'est pas un club de deuxième division. C'est parce que c'est pas en Europe que c'est pas bon, effectivement. Voilà, exactement. Exactement. Ensuite, il y a eu Ger Cordova, un Péruvien, qui est signé à Cavalry pour plusieurs années. Lui, il semble, le club avait annoncé, son club péruvien, j'ai oublié le nom, excusez-moi, avait annoncé il y a quelques semaines qu'il allait être transféré à Cavalry. Et si je me rappelle bien, dans le communiqué, il avait laissé entendre qu'elle allait avoir une indemnité. Là, ça n'a pas été communiqué encore, mais je vois que Cavalry met aussi de l'argent dans le marché de transfert, où il prévoyait en fonction de ça. Il y a eu aussi les HFX Wanderers ont recruté un défenseur droit canadien qui jouait dans la NCAA. Non, en NCAA. En NCAA, ok, excuse-moi. Mais je crois qu'il avait joué en Europe un peu, je me rappelle plus. Mais il a joué, il vient du Toronto FC. Il est né en Colombie. Et non, il avait joué en Allemagne à Ingolstadt, oui. Je crois qu'ils sont en deuxième division, ou ils étaient peut-être en deuxième division à ce moment-là. Il a joué un peu dans la Ligue 1 Ontario avec l'académie du Toronto FC. Donc, je l'ai jamais vu jouer. 22 ans, bientôt 23, défenseur droit, vient de la NCAA. En tout cas, à voir, mais il a joué avec les équipes canadiennes U17 et U18, mais ça remonte quand même à 5 ans, là ces derniers matchs. Donc, moi, je pense que c'est à suivre. De toute façon, honnêtement, je vois que les HFX Wanderers sont vraiment dans une optique de s'améliorer. Et c'est vraiment agréable à voir les signatures qu'il y a là-bas. Je pense que très, très, très forte chance que le niveau de la Ligue sera meilleur à l'an 2 qu'à l'an 1. D'ailleurs, à ce niveau, j'en avais parlé un peu dans ma chronique. Je ne sais pas si tu l'as lu là, sur mes souhaits. Oui, je l'ai lu. Tu sais très bien que je lis tous les articles avant qu'ils soient publiés, non? Je te taquine. Bien sûr que tu l'as lu, mais non, c'est ça. Mais plutôt, j'invite nos auditeurs à le lire et surtout nous partager est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord. Ça reste scientifique là-dedans. Là. C'est mon opinion, mais basée sur beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le soccer canadien en ce moment. Je pense que c'est vraiment un bon moment pour ce soccer canadien. Et avec One Soccer qui est dans le décor, c'est vraiment agréable parce qu'on a accès à une base quand même importante de matchs pour ceux qui veulent suivre. Et surtout, on peut revoir les matchs après, on peut voir les émissions après. C'est du 4K souvent. Donc, moi, je suis très, très content. Honnêtement, c'est vraiment agréable. Si je pouvais, je vous ouvrirais un café puis on passerait nos jouer des matchs et à discuter de ça. Oui, c'est sûr, c'est très intéressant. On est vraiment dans le bon moment du soccer canadien. Bref, en tout cas, beaucoup de belles choses. Je suis sûr qu'il y en aura de plus en plus de semaine en semaine.
Je pense que c'est ça qui va clôturer notre épisode cette semaine de CS à l'érable. Je pense qu'on a couvert un peu le tout de ce qui s'est passé cette semaine, en espérant bien évidemment vous offrir encore plus d'informations la semaine prochaine, où on aura bien évidemment quelques résultats du tournoi pré-olympique féminin. On en aurait eu au moins un, en fait, le premier match contre Saint-Christophe et Niévès qui sera déjà joué. Donc voilà, merci encore Daniel. Et aussi, on va ramener des nouvelles annonces de transfert au rythme où ça va. Ben oui, c'est sûr. Et on espère surtout, je te laisse deviner quoi? Je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une annonce pour Ottawa? Ah oui, ben ça, on l'attend avec impatience. Bien évidemment, ça, on l'attend avec impatience. L'Atlético Ottawa, il paraît que ça va se faire. C'est juste une question de détail administratif. Donc, on attend ça, on attend ça avec impatience pour pouvoir annoncer enfin une 8e équipe dans notre ligue chérie. Bien sûr, bien sûr. J'attends ça avec impatience. Il y a eu plusieurs rumeurs cette semaine. Rien de confirmé par la Ligue, mais quand même eu plusieurs gros journaux qui ont mentionné, qui en ont parlé, des journaux européens. Donc, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. J'attends juste. Mais je comprends que la Ligue va être discrète là-dedans. Donc, on espère qu'on va avoir des réponses bientôt, des nouvelles. On espère tous avoir des nouvelles très vite, Daniel. Ben, écoute, encore une fois, merci beaucoup de ton temps. Merci à tous de nous écouter. Continuez à nous écouter, partagez, parlez-nous, envoyez-nous des questions. On est là, interagissez avec nous. On est là pour parler de soccer canadien, bien évidemment. Merci encore de votre fidélité et à la semaine prochaine.